Si je prends le Fouta, ce que le Fouta, c'est l'amour de la religion, l'islam et l'importance de la connaissance de l'islam. Si je prends la Haute-Guinée, c'est surtout une société guerrière qui est basée sur la fierté et le respect de la parole donnée. Si je prends la forêt, ce sont surtout des très grands cultivateurs. Vous savez, par exemple, les Kissiens, et on a considéré que c'est les meilleurs producteurs de riz dans le monde avec les gens de Cochinchine. Et si je prends la Basse-Guinée, c'est l'ouverture, la gentillesse. La population de la Basse-Guinée est très ouverte, accueillante et ne fait pas de différence. Donc vous voyez, selon chacune des régions a cette particularité-là. Couturé, j'allais dire. On dit que la Guinée est à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Mais ce qui caractérise la Guinée, c'est qu'on retrouve tout le paysage de l'Afrique de l'Ouest en Guinée. La Basse-Guinée avec les belles plages, les rivières du Sud, la mangrove, etc. Le Fouta jalon au plateau avec son climat, ses forêts de sapins, ses chutes d'eau et dont le symbole est de là-bas. La Haute-Guinée avec ses savanes, ses lions, etc. Et la forêt, surtout avec la forêt des diamants, où on trouve toutes les plantes rares. Donc on retrouve toute la géographie de l'Afrique de l'Ouest, plus le Fouta jalon qu'on ne trouve qu'au Kenya, en Tanzanie et éventuellement au Cameroun. Donc la Guinée a été gâtée par Dieu. Bien que cette catégorie de personnes soit en minorité aujourd'hui chez nous, vous conviendrez avec nous que plus le carré ennemi se rétrécit, plus il est virulent et d'une subtilité diabolique. Février 1969. Conakry vit encore dans la fièvre des coups d'État supposés ou réels qui rythment la vie politique guinéenne. Cette fois-ci, c'est un commando de parachutistes de l'armée qui est mis en cause. C'est le complot Kaman Fodeba, qui visait à renverser le président Ahmed Sékou Touré. Il est composé du lieutenant Bengue Aboubakar, du sous-lieutenant Diallo Mouktar et de l'adjudant-chef Keita Namori. Les 3 putschistes arrêtés, sur ordre du chef de l'État, sont mis dans un avion pour être transférés à Conakry. Soudain, entre Cancan et Labé, les 3 prisonniers qui n'ont plus grand-chose à perdre, connaissant ce qui les attend à Conakry, parviennent à détacher leurs liens. Dans l'avion, c'est la bagarre avec les agents chargés de les convoyer. Les putschistes, les prisonniers, prennent rapidement le dessus sur leur geôlier. Puis, un des convoyeurs, un inspecteur de police, est largué de l'avion qui vole à 2000 mètres d'altitude. Le commando intime ensuite l'ordre aux pilotes de les amener au Mali voisin. Mais sans qu'ils le sachent, il va les déposer à Malia, dans Sigiri, c'est-à-dire dans une petite bourgade de Guinée avant de s'enfuir au village où les habitants vont l'aider à mettre les fugitifs aux arrêts. C'est le début d'une légende. Le jeune inspecteur, largué de l'avion, Mamadou Boiro, est déclaré martyr de la Révolution. Un héros chanté dans tous les chœurs révolutionnaires. Hélas, son nom est donné à l'ancien camp de la garde républicaine, qui va devenir l'une des prisons les plus célèbres des camps de concentration d'Afrique les plus meurtriers. Le camp Boiro, où vont être détenus, torturés et assassinés des milliers d'opposants au régime guinéen de Sékou Touré. De 1969 à 1984, date du décès du Grand Sili, comme on l'appelait, plus de 50 000 personnes vont périr dans ce sinistre camp.
des inconnus aux grandes personnalités telles que le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, Diallo Telli, des Africains aux Occidentaux. La position de l'OUA est à la fois claire et simple. Nous soutenons entièrement la lutte du peuple africain, de la majorité du peuple de la Rhodésie du Sud. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous. Et cela ne doit être un secret pour personne. Nous sommes engagés et engagés sans réticence, engagés sans réserve, à faire en sorte que le pouvoir à Rhodésie du Sud, comme dans le reste du continent africain, revienne à la majorité du peuple. Ce complot de 1976 touche une des plus grandes personnalités de ce pays, Diallo Telli. Diallo Telli, c'était un haut fonctionnaire au Grand Conseil à Dakar, sous la colonisation. Le vote du 28 septembre 1958, il y était. Il a voté oui au référendum du 28 septembre. Tout comme d'autres illustres personnalités qui ont accompagné l'indépendance du président. Malgré tout, il a été choisi pour être le premier ambassadeur de Guinée aux Nations Unies. Au lendemain de l'indépendance, avec l'accession des autres pays à l'indépendance qui n'ont pas voté non au référendum du 28 septembre, auquel la France a octroyé l'indépendance en 1960 par programmation, cette vision, ces deux visions de la Guinée et de l'Afrique étaient sur le terrain. Le bloc de Casablanca, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. La Guinée appartenait au groupe de Casablanca avec la bienveillance de Sa Majesté Mohamed V. Osagyefo Kwame Nkrumah faisait partie, Modibo Keïta faisait partie. C'était les ténors de ce groupe. C'est ce groupe auquel la Guinée appartenait qui a enclenché l'unité africaine. Notre hymne national insiste sur l'unité africaine. C'est la Guinée et à la Guinée seule que revient le privilège d'avoir sillonné tous les territoires pour convaincre de la nécessité de cette unité. En récompense donc... C'est-à-dire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Bien sûr. OUA. Bien sûr. C'est en récompense pour ce travail gigantesque abattu par la Guinée qu'il nous a été offert le poste de secrétaire général de l'OUA. Bien que le groupe de Monrovia, certains de ce groupe, ne voulaient pas du tout de ça. Donc, on est allé à l'élection. Apiti, Sourou Mignan Apiti, il est du Dahomey, l'actuel Bénin, s'est présenté contre Telli, mais la diplomatie algérienne et la diplomatie marocaine à l'époque, des pays rodés parce que ayant accédé à la souveraineté avant nous, la Guinée a eu la chance. Ce que je veux dire à ce sujet, Telli n'était pas le choix du président Ahmed Sékou Touré. Le choix du président Ahmed Sékou Touré pour occuper ce poste était le général Lansana Gyané. Son caractère
et sa vision politique qui s'assimilait au communisme féroce, il lui a été conseillé d'aller vers une personnalité plus souple qui a une vision plus ouverte. Téli était de ce lot. Il a été appelé de son poste des Nations Unies pour parachever les dernières démarches avec Sékou Touré. Et à l'élection, c'est lui qui a été présenté. Il a eu ce poste. Diallo Téli était l'un des grands intellectuels de l'Afrique de son époque, parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient en même temps la formation et la culture. Surtout, c'était ce qu'on appelle dans votre dialecte anglophonique là, un gentleman. Un homme gentleman, comme on dit vraiment, dans son acception. Et puis, il aimait le peuple. Et il avait une chose qu'on redoutait, c'est qu'il était très intelligent et très ouvert. Et je pense que c'est la jalousie qui l'a fait tuer. Suite aujourd'hui de la série consacrée à Diallo Téli, qui après une remarquable carrière diplomatique, où il a tour à tour permis à son pays, la Guinée, d'être reconnu par les Nations Unies, puis occuper la prestigieuse fonction de vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU, avant de devenir le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, décide contre toute attente, à la fin de son second mandat, de retourner dans son pays malgré les conseils de prudence de ses amis et de plusieurs chefs d'État qui lui recommandaient de trouver un poste à l'extérieur. Diallo Téli va pourtant retourner à Conakry malgré la haine que lui voue le président Sékou Touré. Le chef de l'État, qui se méfie de ce personnage plus populaire, plus connu que lui, mais surtout plus aimé et apprécié sur le plan international, souhaite l'avoir près de lui afin de mieux le contrôler. Diallo Téli semble le seul véritablement capable de menacer son pouvoir, surtout que l'opposition le sait et a déjà tenté de l'allier à sa cause. Nommé ministre de la Justice, Diallo Téli, à qui l'on refuse la permission de quitter le pays pour aller se soigner depuis quelque temps, sent de plus en plus peser sur lui en cette année 1976 une menace. Téli aussi a perdu cette fonction, pas parce que le président Sékou Touré le voulait, non. Des témoins sont vivants. Moussa Traoré du Mali vit. Je vous conseillerais d'avoir de l'audace pour aller vers les gens, parce que vous avez ouvert quelque chose qui peut servir à toute l'Afrique. Votre émission est des plus prestigieuses. Je l'ai regardée en fond avant d'accepter vous parler. Allez, Yakubu Gowon vit. Ils vous diront. À la fin de son mandat, après avoir monopolisé plus de 10 ans le secrétariat général de l'OUA, l'Afrique dans sa totalité, divisée en francophones et en anglophones, ont exigé le renouvellement du secrétariat général de l'OUA. À sa tête, les francophones qui ne voulaient pas perdre le secrétariat général ont misé sur Amadou Ahidjo pour faire cette médiation et ont même proposé un fonctionnaire camerounais, Nzo Ekangaki. Au moment des faits, il était ministre des Travaux publics du Cameroun, avec lequel Ahidjo est venu en Guinée pour présenter la doléance de l'Afrique dans sa totalité. Mais avec le souhait du groupe francophone
de soutenir la candidature de Joe Ekangaki. J'étais présent, comme vous êtes avec vos collaborateurs. Le président a dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fonction propre à la Guinée. Si c'est l'Afrique francophone qu'ils demandent, ils ne peuvent avoir que notre soutien. C'est moi, encore moi, qui ai fait le message chiffré. Voilà un de mes rôles. C'est à ce niveau que je suis, quand c'est confidentiel. On l'a adressé à l'ambassadeur de Guinée, à Addis Abeba, pas au secrétaire général, avec remise au secrétaire général de l'OUA pour l'inviter en consultation. Il est venu. Le président lui a fait le compte-rendu de ce dont l'Afrique francophone souhaite. J'étais présent. Le frère Telly a dit, de toutes les façons, c'est mon droit de me présenter à ma propre succession. C'est vrai, le candidat sortant, si ton mandat ce n'est pas hiérarchisé, c'est ton droit de te présenter à ta propre succession. Et le président a répondu, tout à fait vrai, mais il serait souhaitable que votre candidature soit soutenue par un pays, même si ce n'est pas la Guinée. C'est sur ça que cet entretien s'est achevé. Il est retourné et on a eu les élections à Rabat. Il est sorti avec Joe Ekangaki. Il n'a eu que sa voix plus 2 voix. Joe Ekangaki a été élu secrétaire général, qui lui aussi a perdu sa fonction dans une affaire de commerce illicite avec une société londonienne et rhodésienne. La Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, étant en ce moment en lutte et que toute l'Afrique soutenait. Il a été enlevé, remplacé par William Eteki Mboumoua. Il vit. Connaît tout ce que je viens de dire. Une menace qui va se préciser jusqu'à cette soirée du 18 juillet 1976, où il est invité à dîner avec le président Sékou Touré. Moins d'1 heure après avoir quitté le chef de l'État guinéen, les forces de sécurité débarquent à son domicile pour l'embarquer. Et un soir, le téléphone a sonné vers 19h. C'est moi qui ai pris. Est-ce que je veux parler à Teddy? Oui, je lui ai passé le Teddy. Petite conversation. Teddy rapproche et me dit, je vais à la présidence. Je lui dis, tu sais, je n'aime pas tes visites à la présidence, particulièrement à cette heure-ci. Je dis, c'est l'heure idéale pour te faire dîner. Je sais que je ne veux pas que tu manges là. Je voudrais que tu te rendes compte, que tu saches que tous les proches de Sékou Touré évitent de manger chez lui, à commencer par son frère Ismaël, à commencer par son ami Saïfullah Diallo. Il ne mange pas chez lui. Il me dit non, c'est pour discuter d'un dossier. Il ramasse un dossier, il prend la voiture, il s'en va. Vers 8h30, il me téléphone, dîner, ne m'attendez pas pour dîner, je dîne ici. Il a dîné. Après le dîner, il me téléphone en me disant, ah écoute, je dois passer chez ma soeur, nous avons une réunion de famille, je vais rentrer un peu plus tard. Il va chez sa soeur. Il a 2 visiteurs, et j'appelle chez sa soeur pour lui dire, puis il y a 2 gouverneurs de région qui sont là, qui voudraient tout voir. Il rentre à l'intérieur demain matin, il voudrait absolument te voir ce soir. Quitte la réunion de famille, il vient s'entretenir avec ces 2 messieurs. Il devait peut-être 11h déjà,
ces gens sont partis. On s'est couché. On a dormi. Vers minuit et demi, 1h, c'est sa nièce qui tape à notre porte. Car il y a des militaires à la porte. Je bondis la première. Je lui dis, où sont-ils? Ils sont à la cuisine, du côté de la cuisine. Je suis allé. Il y avait la clé sur la porte. Les filles avaient refusé d'ouvrir, il y avait ma soeur et la nièce de Téli, ils avaient refusé d'ouvrir. Je suis arrivé, j'ai regardé par la fenêtre, il y avait tout un bataillon de militaires. J'ai refusé d'ouvrir également. Téli, pendant ce temps, est arrivé par derrière. Il a regardé par la fenêtre, il en a reconnu un. Ah, Calaban, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voudrais vous parler. C'est Téli qui a ouvert la porte. Calaban est rentré avec lui toute une tapée de militaires derrière lui. C'est la nièce de Téli qui les a suivis. Moi, j'étais cloué à la cuisine, je ne pouvais plus bouger. Elle est revenue me dire, Tanti, quand vous appelle? Je suis arrivé. On m'a laissé faire un chemin, je suis passé. Je suis allé le trouver en train de s'habiller dans la chambre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je suis arrêté. Je me suis assis dans un coin du lit, je l'ai regardé s'habiller jusqu'à la fin. Je lui dis, bon, il y a, tu m'avais confié 500 000 francs CFA. Ils sont dans mon armoire. Qu'est-ce que je dois en faire? Tu veux que je les mette dans les toilettes et que je tire la chasse d'eau? Il me dit, non, non, laisse-les dans ton armoire. Ils fouilleront toute la maison, mais ils ne fouilleront pas tes effets à toi. Je lui dis, de toutes les façons, tu sais très bien que je vais te rejoindre au Cambodge. Il me dit, non, c'est pour rien, tu ne t'arrêteras pas. Le monde entier sait que tu es en pleine dépression nerveuse. Il y en a beaucoup qui disent que tu es folle. S'il t'arrête, il est absolument, il ne sera plus cru du tout. Or, il a besoin d'être cru. Donc, il ne te touchera pas. Ils ne fouilleront pas tes effets. La clique des trafiquants, des affameurs du peuple, des bureaucrates malhonnêtes et des individus qui trichent avec la révolution et compromettent le bien-être des masses populaires en s'enrichissant de manière illicite mérite d'être combattu jusqu'à la reconversion des individus à la morale de la révolution. Dans un discours plein de haine et d'injures, Sékou Touré lance le 22 août 1976 un appel au génocide demandant carrément au peuple guinéen d'exterminer les Peuls. Parce que ceux-ci sont non seulement des étrangers, mais ils sont coupables d'orgueil, de racisme et de trahison. Petit assortiment de ce discours du président Sékou Touré. À la naissance du Parti démocratique de Guinée, PDG, le Fouta était menacé tragiquement, menacé de nombreux travers sociaux. Nous avions visité cette province guinéenne de long en large et nous nous étions aperçus que l'alcoolisme menaçait réellement la population du Fouta, y compris les marabouts qui remplissaient leur bouilloire de bière ou de vin. Ne parlons pas des jeunes et encore moins des intellectuels. Consommer l'alcool était devenu alors le critère de l'évolution. C'est le Parti démocratique de Guinée qui a mis fin à ce mal, qui l'a dénoncé sans pitié. C'est également le Parti démocratique de Guinée qui, sans arriver à la détruire, a beaucoup atténué la débauche dans le Fouta. C'est le Parti démocratique de Guinée qui a dénoncé le vol, devenu alors chose courante. À Conakry, à cette époque, lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissaire ou devant un tribunal,
l'on comptait au moins 8 ressortissants de la moyenne Guinée. C'est un fait vécu. Et vous pouvez consulter la statistique des condamnés pour vol. Du temps de la colonisation, ils avaient démissionné du camp de la lutte, car ils se comptaient au bout des doigts. Les Peuls, jeunes ou vieux intellectuels, qui militaient ardemment dans les rangs du Parti démocratique de Guinée. Et très souvent, ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille, isolés de leurs collègues originaires du Fouta, parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers. L'étranger, c'était le Soussou, le Malinké, le Forestier, les camarades des autres régions de la Guinée, tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur. L'on s'encoquinait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui. Ce discours annonce une violente purge au sein de la population Peul de Guinée. Une majorité de cadres et même des ministres de cette ethnie sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé en 1976? Il a été arrêté pour faire de complot. C'est évident. Je vais vous dire une vérité. Téli a participé au complot de 69. Je n'ai pas dit son nom. C'était son complot. J'ai dit un complot dans un complot. C'est évident. Téli a participé, il était au courant de l'agression du 22 novembre 70. Sont intervenus pour lui, vivant, Moussa Traoré. Vivant au moment des faits, Yakubu Gowon, président en exercice de l'OUA. Il serait humiliant pour l'Afrique de voir un secrétaire général, son secrétaire général, arrêté pour faire du complot. Sont intervenus Gafar El-Nimeri, président du Soudan, Siad Barré, président de Somalie, et Dr Alfred Kenom, directeur de l'OMS pour l'Afrique avec siège à Brazzaville, qui est un promotionnaire à Téli et un ami personnel au président. La Guinée n'a jamais fait état de ces complots. Le cas de 76, Téli a été dénoncé par sa propre famille. C'est évident. Son fils Kernon était assis à la dénonciation par sa maman, l'épouse de Téli. Le prisonnier est totalement isolé. Tierno Diallo Téli, où étiez-vous lorsque votre père a été arrêté? Est-ce que vous avez pu le voir pendant qu'il était au Camboiro? Je suis rentré de Moscou 2 semaines avant. Je suis arrivé le 25 juin. Il a été arrêté le 18 juillet. J'étais étudiant en littérature à Moscou. Êtes-vous reparti à Moscou ou bien vous êtes resté sur place à son arrestation? Non, la direction des étudiants à l'étranger m'a signifié quelques jours avant la fin des vacances que mon passeport était confisqué. Et j'avais déjà été envoyé au Camboiro avec ma mère 1 semaine après son arrestation. Donc il n'était plus question de sortir. Ah, donc là s'arrêtent vos études parce que votre père a été arrêté et enfermé au Camboiro. Oui, mais ça c'était typique en Guinée. Quand on arrêtait quelqu'un, on détruisait la famille. Les oncles, les tantes de l'arrêté, la femme, les enfants, souvent ils allaient au Camboiro. Et ça nous est arrivé. Ma mère et moi avons été enfermés au Camboiro et mon frère au camp de la milice. Le prétexte apparemment, nous l'avons appris 20 ans après, c'était parce qu'il refusait de coopérer. Et qu'on lui a dit, puisque tu ne veux pas répondre à nos questions et tu refuses d'enregistrer une bande magnétique, on arrête Kadiatou et les enfants et tu vas voir si tu ne vas pas coopérer. Et il a immédiatement coopéré parce qu'au bout de 8 heures, on nous a libérés, on est rentré à la maison. Dès que Diallo Téli était venu en prison, il m'avait trouvé déjà là-bas. On l'a amené directement dans ma cellule. Heureusement que j'ai pu donner à la famille. Il a dit oui, je suis venu ici, si on m'a amené ici, si je meurs ici, je commence à pleurer. Il dit si, je vais mourir ici. On ne peut pas m'amener ici et me sortir vivant. Il a dit ça. Il dit malgré l'intervention des chefs d'État, puisqu'il était secrétaire général fondateur de l'unité africaine. Il croyait, lui, que bon, ce Coutouré ne tuerait pas un type de connu comme ça par toute l'Afrique. Il m'a dit que quand je sortirai, il dit que je sais que on ne vous tuera pas, mais moi je vais mourir ici. Je ne sortirai pas d'ici vivant.
J'ai déjà donné ce témoignage. Quand Diallo Telli n'était pas seulement torturé, il est sorti pour aller mourir. Puisque quand il est arrivé, il a eu comme une parole de prophète en disant que si je suis venu ici, je sais que je ne sortirai pas vivant. Et il m'a dit, professeur, si vous sortez un jour, parce que je sais au moins que vous sortirez. Je suis sûr que vous sortirez vivant. Parce que vous n'êtes pas né guinéen. Ce Couturé ne se permettra pas de vous tuer. Et encore, qui sait que même la France, tout ça, vous soutiennent. Surtout ce Couturé, ils savent que Houphouët-Boigny, c'est l'artisan des Français ici. Donc vous sortirez vivant. Et son frère, comme ça, Siaka Touré, voilà le chef de la police, il a remplacé tout le camp par Siaka Touré, puisque c'est Siaka Touré qui m'a mené dans la cabine technique, comme on appelle. La cabine technique, c'était de te mettre le clou entre les mains, comme ça, et puis t'attacher derrière, et le sang montait pour aller. Nos doigts étaient comme une banane. Et après quelques jours de torture, dont un passage à la cabine technique, il a craqué et lu les aveux que lui ont proposés les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger. Même si ces aveux, diffusés sur la puissante et très écoutée Radio Nationale, comportent de nombreuses incohérences, ils sont suffisants pour corroborer, pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président Sékou Touré. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les Peuls. Et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté. Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider. Mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix. Nous ajoutons que vendredi prochain, 27 août, dans les mosquées de chaque PRL, la Fatiha sera récitée collectivement pour maudire les racistes et les conduire à l'échec retentissant, pour maudire ceux qui les soutiennent en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans le monde, afin qu'ils aient toujours honte. Il faut que partout où celui-ci remue la tête ou la queue, partout où il présente le nez ou les oreilles, l'arme de la révolution soit là, prête à lui couper la tête, les bras, les jambes, la queue, en un mot, à le démantibuler complètement. Telli a été dénoncé par un certain Amadou Diallo qui a écrit un livre, La mort de Telli. Ce Amadou Diallo était un agent double de la DGSE française. Il était étudiant à Orléans quand il a été recruté. Il est rentré en Guinée par l'Algérie et il est venu jusqu'à nos bureaux sur recommandation. Je tais le nom des recommandés, mais je pourrais vous les donner confidentiellement. Vous pouvez les contacter. Il y a un qui vit actuellement en Guinée. Vous pouvez le contacter et vous notifiera ce que je viens de dire. Quand il est arrivé, sa première audience, c'est moi qui le lui ai donné pour rencontrer le président. L'entretien a été tellement intéressant entre les deux que je n'ai plus eu à le gérer. Je l'ai vu fonctionnaire au niveau de la Sogifab. Les anciens directeurs de Sogifab sont là, hein, ses premières victimes. Pour les anciens, tout le monde a vu ces directeurs d'entreprise balayer les rues de Conakry ici pour finalement dénoncer Telli. Et lui-même, la Guinée était structurée. On vivait en bloc socialiste, bloc occidental.
les petits pays que nous sommes, on était accrochés à des pays plus forts que nous. Amadou a été déniché par les services palestiniens. La Guinée a été informée. Il a été arrêté par surprise. On a trouvé avec lui un stylo, même un pistolet, qu'il a déclaré être son arme, qu'il pouvait utiliser à temps utile pour abattre le président. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Téli. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé le capitaine Lamine Kouyaté, officier d'ordonnance au moment des faits à la présidence de la République. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Sékou Filo Camara, un professeur de philosophie, au moment des faits, ambassadeur de Guinée à Alger. Voilà la réalité des choses. On n'a pas à s'en cacher. La vérité n'appartient à personne. J'ai dit, il y a des victimes malheureuses, je le reconnais. Mais nier les complots guinéens, ça rentre dans le mépris. Nier aussi qu'il n'y a pas eu de victimes malheureuses, c'est encore nier la vérité. Je dis, je répète, malédiction à celui qui hérite de la haine, de la rancune et de la guerre et qui en fait un moyen de survie. La Guinée doit pouvoir se surpasser. D'accord, il y a eu un événement qui s'est déroulé... C'est un patrimoine historique, immatériel, commun à tous les Guinéens. Moi-même qui vous parle. Les parents en moi sont restés dans le Camboiro. Je suis le Benjamin de la famille à laquelle appartient Ibrahima Diané, premier directeur général des douanes. Il a fait 8 ans au Camboiro, il n'est pas resté. Je suis le neveu de Naramadi Diané, premier expert comptable, directeur de la Cour des comptes. Il est resté au Camboiro. Il y a 2 enfants entre Sékou Netta Seck et moi, chez notre père. Il est resté dans le complot. Vous comprenez leur arrestation? Vous comprenez tout cela? Oui, je le confirme. Mon frère, paix à son âme, Ibrahima Diané, je salue son courage et son honnêteté. Il m'a dit Mbemba, ça veut dire grand-père. Je remercie Dieu d'être sorti de Boiro. Mais je reconnais que j'étais un agent de la DGSE. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyre de Diallo Téli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiatou Diallo Téli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles? On l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettres. Thierno Diallo Téli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père? Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant. De la minute où il est parti, j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du Camboiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général passé, remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le Camboiro, il y a des veuves qui ont dit « Mais non, la semaine dernière, on m'a demandé d'envoyer des chemises. » Alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas. Jusque dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo Téli. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres. « Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pouvions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance.
Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi, car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde. En vantant tes mérites créés de toutes pièces, la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée. En pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple, nous te rappelons que tu es encore utile à ta famille, prêt à la révolution. Diallo Telli, qui trouve désormais son reconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. Et c'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait d'une de ses lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement entre nous, soyons sérieux. Tu sais que j'ignore tout ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54, au camp Boiro, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon Créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boiro et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre Créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis. Vive la justice et la liberté. » Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. Barrage, barrage, barrage. Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être désormais hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Bari, Si Savané Souleymane, Diallo Telli et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D, signifiant diète noire, est tracée sur leurs portes, ce qui signifie qu'en fait, ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, en Guinée, à Conakry, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Si Savané qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Telli, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer l'air, et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Porto Salva Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite? On l'a mis dans une couverture et sale et une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je... Les charniers. Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Tierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque,
l'association des enfants des victimes du Camboiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pieds sur le trou. Et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, c'est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes. Pour besoin d'archives, nous l'avons enregistré sur film. Il y a des événements qui ont marqué l'histoire du PDG. Il y a notamment ce jour où le régime a été véritablement ébranlé. C'était le 27 août 1977 par la révolte des femmes. Est-ce que vous, de la police, vous avez été surpris par cela? Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré? Ça, quand même, on a été surpris. Mais il faut comprendre que la Guinée a traversé les 2 ans qui précèdent 77, la Guinée a traversé des moments très difficiles. Shaitan 75, Shaitan 76. Les conditions de vie des Guinéens étaient très difficiles. C'est Shaitan qui avait rendu les conditions de vie difficiles ou bien la gestion de... La cherté de vie. D'où venait la cherté de vie? La cherté de vie. Vous savez, le commerce avait été interdit, disons les mots. Il y avait beaucoup de restrictions en ce moment-là. Est-ce que c'est pas ce qui a généré cette situation un peu catastrophique, situation économique catastrophique dans les ménages au niveau national même? Non. D'accord. Le sac de riz sous la Première République n'a jamais excédé 900 cili. Chaque militant, de quelque hiérarchie qu'il soit, avait 9 kilos de riz par mois par personne et avait un carnet de ravitaillement. Le sucre était dedans, le lait était dedans, tout ce qui est nécessaire à la consommation était dedans. Notre position, malgré nos richesses, ne nous ont pas permis de nous développer. Il ne faut pas se tromper. La Guinée était coincée par-ci, par-là. La Côte d'Ivoire nous voulait la mort. Le Sénégal nous voulait la mort. Non, disons, le président, on avait maille à partir avec le président sénégalais, avec le président ivoirien. Attendez. Non, je ne veux pas qu'on résume au peuple sénégalais, au peuple ivoirien. Non, voilà, vous dissertez mal. Voilà. Mais la direction des affaires appartient à qui? Voilà, au président. Et quand le président exerce le pouvoir, d'accord. La gestion des frontières, le déploiement des unités de défense, c'est le peuple. Ça, c'est le responsable du peuple qui fait. Nous voulons fermer les frontières tout de suite, ce n'est pas le peuple qui va fermer. Il suffit un acte administratif. C'est ça la réalité des choses. Donc notre situation géographique... Notre situation était de la survie. Parce qu'on était entré qu'avec des ennemis. Et nous avions hébergé tous les mouvements de libération, y compris le PAIGC qui avait sa base en Guinée. Tous les autres mouvements, le MPLA, le Neto, le Frélimo, le SWAPO, l'ANC, tous gravitaient ici. La Guinée était une menace pour l'Occident. D'ailleurs, les raisons économiques et les raisons politiques, on peut les évoquer dans ce débat, qui ont amené cette agression. Pourquoi le Portugal?
parce que tout simplement le Portugal trouvait intérêt à finir définitivement avec le PAIGC qui était là. Amilcar Cabral était avec nous, Aristides Pereira était nous, Nino même était là, Tchoun était là, etc., etc., etc. Tous les dirigeants du PAIGC étaient ici. On a même participé au combat. C'est un des prestiges qu'a tiré le président Conté quand il était simple soldat sur les fonds, commandant du camp de Boki. Donc, on était coincés de partout. On a survécu par troc. La richesse de la Guinée a été troquée pour que nous obtenions. Le litre d'essence était à 10 cili, 100 francs, base normale. Mais dans ça, il faut le reconnaître, il y avait le trafic. Shaitan, c'était qui? C'était le trafiquant? Non, la période a été baptisée de Shaitan, ça touche les trafiquants, qui prenaient justement ces importations destinées à la population pour être vendues hors du territoire des fois par personnes interposées à l'intérieur du pays. Donc, cette lutte a permis de bloquer la circulation des grains entre Conakry et l'intérieur, si ce n'est pas de façon officielle. Il est évident que cela a amené la rareté. Pourquoi j'ai dit qu'on a été surpris par le 27 août? C'est un paquet de sucre qu'une bonne dame avec son bébé avait au marché Mbalia. Un milicien s'est attaqué à elle pour ce paquet de sucre. Son bébé a failli tomber. Ça a généré une révolte au marché et les femmes se sont dirigées directement sur la présidente de la République. C'était un prétexte, quoi. Il y a quelque chose. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la cherté. Ah ouais. Je l'ai résumé. Ouais. J'ai dit, vous ne pouvez pas expliquer le 27 août sans parler de Shaitan 75, Shaitan 76, qui sont l'expression de la cherté. Alors, comment de vie le président comment vous l'avez informé? On ne l'a pas informé. Quand les femmes ont commencé à marcher en direction du palais présidentiel, les services de sécurité ont téléphoné à Conakry, c'est-à-dire Kaloum. Cette partie, c'était la banlieue. Ouais. C'est encore la banlieue d'ailleurs. On le dit maintenant rarement. C'est vous qui le connaissez, les jeunes ne savent pas que c'était la banlieue. Tout est Conakry maintenant. Je dis donc, ils ont téléphoné et moi-même j'ai été informé. Nous avons barré la route au niveau de l'église. Donc tout le monde s'est arrêté au niveau de l'église. On a sorti toutes les unités. La fenêtre principale du président, l'ancien palais Sékou Touré, était directement, cette fenêtre était ouverte directement sur la rue principale. L'avenue de la République. Voilà. Il a chargé un soldat qui est décédé, Nédjou Kondé, à son âme. Il dit, allez leur dire de les laisser entrer. Nédjou est venu m'informer. Fodé Doumbia, qui avait la responsabilité de ça, nous lui avons ordonné de laisser les femmes entrer. Elles sont toutes rentrées. La présidence a été complètement remplie. Les diplomates ont commencé à marcher. Il nous a demandé d'inviter les femmes à passer à l'arrière-cour, côté mer. Ils sont passés. Ce jour... Donc il n'avait pas peur. Ce jour... Le président, il n'avait pas peur ce jour? Non, j'ai dit ce jour, c'est moi-même qui ai tenu son micro-baladeur. C'est les cônes
qu'on avait, on a fixé les cônes. Il est descendu. Je peux vous répéter comme une sourate ce qu'il a dit. Il a dit à ses femmes, le secrétaire fédéral de Conakry, qui était Tadou Kaba au moment des faits, je vous donne son nom, m'a fait le compte rendu de ceux dont vous avez été victime au marché Mbalia. Dieu veillera sur vous, la révolution également. Les femmes, très contentes de cette réponse, ont dansé, elles sont sorties. En sortant, nos services nous ont informé qu'elles ont commencé à attaquer les services de police et de gendarmerie. Et les informations qui nous venaient, que le président aurait dit à bas la police économique. C'est à ce niveau que la chose paraissait être infiltrée. Et c'est dans cette arrestation... Le président n'a pas dit à bas la police économique? Jamais. 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 Vous êtes de la radio, peut-être que vous avez les archives, revenez, scrutez vos archives, si elles ne sont pas détruites, vous entendrez ce qui a été dit. Donc, devant cette situation, finalement, on a convoqué un meeting d'information le lendemain au Palais du Peuple. C'est ce qui a dégénéré dans la grande violence. Les femmes ont crié. On a été obligé d'exfiltrer le président en le mettant dans un véhicule banalisé. Que voulaient les femmes ce jour-là? Ce jour-là exactement? Non, elles se seraient jetées sur elle. Sur le président, sur tout le monde. Parce que l'atmosphère était pas bonne. Mais ça a été vite maîtrisé. Et on l'a envoyé, on l'a exfiltré. On l'a exfiltré, il est passé sur la corniche où il y a Tombeau là, où il y a l'énergie. Ouais. Et moi-même, j'étais dans sa voiture de commandement, j'ai pris l'axe normal. Elles m'ont bloqué. Amakui, Ngaya Fora. Et avant qu'elle n'arrive, nous on était déjà là-bas. Les dispositions ont été prises. On n'avait pas de grenades lacrymogènes. C'est avec les fusils qu'on a fait les sommations. Il y a eu une victime à Coronti, un enfant, un adolescent. Il a été tué par une balle perdue. Le lendemain, le surlendemain, le président et nous-mêmes, nous avons été dans cette famille présenter les condoléances. Voilà. Est-ce que le président a compris ce jour-là que quelque chose n'allait pas dans la cité? Si. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est ce jour-là d'ailleurs que la libéralisation de la circulation des grains a été presque autorisée jusqu'à la fin du régime. On n'est pas revenu sur ça. Et les choses aussi se sont accélérées parce qu'en 78, il y a eu la véritable réconciliation avec Houphouët-Boigny, Senghor, Amarovia. La première réconciliation était en 72, qui n'a pas marché. Les exigences étaient fortes. La Guinée exigeait la remise des agents de 5e colonne entretenus par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La Gambie a donné ses hommes, mais Senghor n'a pas donné, Houphouët n'a pas donné. La première réconciliation, comme le plus gros lot était à Dakar, la première tentative donc de réconciliation présidée par l'empereur Haïlé Sélassié. Il y avait dans cette mission le même Aïdjo, il y a Moussa Traoré, Mokhtar Ould Daddah, Kairaba Diawara, Wari Boumedienne, etc., etc. La Guinée a eu raison, mais les exigences étaient tellement fortes que Senghor ne pouvait pas livrer ces choses. Et il a quitté cette réunion sans qu'on ne soit parvenu à une solution. Il est rentré, ce n'est que 6 ans après, en 78, que les deux ont été rassemblés dans la même ville, à Marovia,
pour définitivement sceller la réconciliation. Et en 78, avant, le président Sékou Touré même a fait un déplacement historique à Yamoussoukro. C'est d'ailleurs à la faveur de ça que Salif Keïta a composé sa chanson fétiche Mandiou.